Le chien aboie, la caravane passe, dit souvent l'adage. Mais aujourd'hui, peut-on dire que les Européens aboient et Poutine passe? En tout cas, les référendums d'annexion en Ukraine fantochent aux yeux de Kiev et de ses mais stratégiques pour Vladimir Poutine. Rejeté d'avance par l'Ukraine et ses alliés occidentaux, ces consultations organisées dans les conditions troubles et qui commencent vendredi, ou du moins ceux qui ont commencé vendredi passé, sont censées permettre au Kremlin de défendre ses territoires comme s'il tenait à la Russie. Des référendums d'action par la débuté donc le vendredi 23 septembre dans des régions d'Ukraine contrôlées entièrement ou en partie par Moscou. On rapportait donc les agences de presse russes. Scrutin fictif pour le chancelier allemand. Selon Jacques Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, c'est une parodie et aux yeux de Macron également. Avant même qu'elle ait commencé, la légitimité de ces consultations organisées dans 4 provinces ukrainiennes placées sous l'autorité de l'occupant et des forces pro-russes et qui visent à acter leur rattachement à la Russie a été contestée tant par Kiev que par ses alliés occidentaux. Les séparatistes de ces acteurs y tiennent pourtant mordicus et avec eux le Kremlin. Alors, nous allons essayer de poser juste quelques questions. Où et quand auront lieu ces référendums? Ou si vous voulez, où et quand ont eu lieu ces référendums? Il faut dire tout simplement que les consultations se tiendront pendant 5 jours, du 23 au 27 septembre. Initialement, les administrations pro-russes visaient le 4 novembre. Mais la contre-offensive de Kiev dans l'est et le sud du pays, efficace et rapide à pousser les pouvoirs locaux à avancer les scrutins. Ces consultations sont prévues dans les oblasts, provinces de Donetsk et de Lugansk, qui forment le bassin de Donbass, à l'extrémité orientale de l'Ukraine, ainsi que ceux de Kherson et de Zaporijia, dans le sud. Si le Donbass se trouve de fait sous autorité pro-russe depuis 2014, chers téléspectateurs, ce n'est pas le cas de Ostrat et de Zaporijia et de Kherson également, qui n'ont été placés sous la coupe de Moscou que depuis le lancement de l'invasion de l'Ukraine en février. Alors, une autre question, comment les consultations vont-elles se passer? Il faut dire tout simplement à cette question, je vous dirai que, alors que les combats font toujours rage, l'instance électorale des séparatistes de Donetsk a annoncé que, par souci de sécurité, le scrutin serait organisé essentiellement en porte-à-porte durant 4 jours. Les bureaux de vote n'ouvront que le dernier jour, soit le 27 septembre. Ainsi, 450 et 461 bureaux de vote seront ouverts respectivement dans les régions de Donetsk, de Lugansk, dans l'Est, à Zaporijia, en comptera donc 394 et la région de Kherson dans le sud, 198. Sur Telegram, un contre-référendum 2022 est apparu mardi, 4 jours à peine avant le début des scrutins. Avant donc, ces quelques posts dont aucun ne doute de l'issue positive de la consultation indiquent donc que l'autorité locale de Donetsk entend effectivement privilégier le vote à domicile. Les membres de la commission électorale comptent se rendre physiquement chez les votants pendant les 4 premiers jours. La procédure atypique ne semble permettre aucun contrôle indépendant des opérations. Mais il faut dire que les autorités de l'oblast avaient d'abord évoqué un scrutin électronique avant de faire machine en arrière. Difficile de savoir combien de personnes prendront part donc à ce scrutin. Des centaines de milliers d'habitants des régions
de l'Est de l'Ukraine, en première ligne, face à la Russie, ont fui. Et d'après le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, 6,9 millions d'Ukrainiens ont été déplacés à l'intérieur du pays, soit plus de 17% de la population. Une proportion comparable à quitter donc le pays. Alors, l'UNHCR dénombre au 20 septembre quelques 2,7 millions d'Ukrainiens passés en Russie depuis février. La commission électorale russe a d'ailleurs fait savoir qu'elle installerait des bureaux de vote même en Russie. L'accès à une information indépendante n'est pas garanti. Dans les régions donc de Kherson et Zaporizhia, les autorités locales liées à Moscou ont coupé même l'accès au réseau de télévision ukrainienne, remplacé par des programmes russes. Et selon l'agence presse Associated Press, ces mêmes autorités ont déjà commencé à distribuer des passeports russes aux résidents et introduit le rouble et des plaques d'immatriculation russes. Alors, nous allons remonter, chers téléspectateurs, au précédent, parlant de 2014, si on devrait évoquer également les référendums. À cette année-là, il faut dire que 3 référendums avaient eu lieu dans les régions russophones de l'Ukraine. Dans le Donbass, le scrutin devrait décider de l'autonomie envers Kiev. Le oui l'avait emporté à 89% dans l'Obstrat de Donetsk et à 96% dans celui de Lugansk. Aucune vérification indépendante de ces chiffres n'avait été possible, en raison donc de l'absence de toute procédure d'enregistrement officiel d'observateurs neutres et de la plupart des médias dont la présence avait été interdite. En Crimée, la question visait plus explicitement la réunification avec la Russie. Le oui l'avait emporté à 83,1% et Moscou avait annexé donc la péninsule. Dans une étude réalisée avant l'invasion et publiée par le Washington Post en avril, 3 politistes ont cherché à évaluer les opinions des habitants du Donbass. Les résultats fondés sur plus de 4000 appels téléphoniques estimaient que 42% des habitants souhaitaient donc rester en Ukraine et 31% voulaient un rattachement à la Russie. Mais cela n'empêche, les autres étaient pratiquement soit favorables à l'indépendance, soit non répondants. Les auteurs ont reconnu 2 biais possibles dans leur travail, à savoir la provenance des appels Ukraine ou Russie, susceptibles d'orienter les réponses, et l'absence de sondage des exilés. Alors, Kiev et la communauté internationale avaient refusé donc de reconnaître l'issue des consultations de 2014. Non seulement parce qu'elles n'avaient pas été surveillées par des observateurs indépendants et s'étaient déroulées, chers téléspectateurs, sous forte pression militaire, mais surtout parce qu'elles étaient considérées comme illégales dans leurs principes même. Alors aujourd'hui, qu'espère donc le Kremlin? Il faut dire que, censé démontrer un sentiment pro-russe écrasant dans les régions qui les organisent, les référendums doivent permettre à Vladimir Poutine de poser un vernis de légalité sur son aventure en Ukraine. C'est une étape logique. Le 21 février, il avait déclaré l'indépendance du Donbass, une initiative vilipendée déjà par la communauté internationale, notamment les Occidentaux, il faut le préciser, qui permettait au moins dans le discours d'isoler ces territoires de l'Ukraine et de justifier une intervention de Moscou pour protéger, n'est-ce pas, la communauté russophone. 3 jours plus tard, les troupes russes entraient donc dans cette région. Aux yeux de Moscou, la guerre changerait de nature si les territoires en question exprimaient leur désir de rejoindre la Russie. Ils seraient donc alors considérés dans une partie du pays et le Kremlin considérait également toute attaque dans ces zones comme une menace pour l'intégrité territoriale de la Russie. Vladimir Poutine, il faut le dire, a prévenu même dans ces circonstances, la doctrine militaire pourrait changer de dimension, suggérant donc l'emploi
de l'arme nucléaire. Voilà ce qu'on peut dire de ce qui se passe aujourd'hui en Russie avec Vladimir Poutine qui est en train de gagner du terrain. Chers téléspectateurs, bon à savoir, on s'arrête là et on se retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre rubrique préférée. À bientôt.